il y a des occasions où je me sens très fort parce que j'ai à mes côtés l'équipe complète, à savoir Daniel Marceline. Bonsoir, Madame bonsoir à Marceline. tous. Bonsoir à tous et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Emmanuel de Rina. Bonsoir Gérard, bonsoir à vous tous. Eddy Marajo, n'applaudissez pas, Eddy Marajo. Merci de votre confiance. Et puis naturellement, mon vieux Zig, Christian Boutin. Merci beaucoup. Alors Bonsoir. l'actualité, vous le savez, elle est chère, elle est chère. Elle est très chère. Et on va la traiter avec j'allais dire parcimonie, non, le contraire. Avec une certaine largeur d'esprit, avec une certaine, j'allais dire emphase, c'est pas emphase non plus. On va la traiter, arrêtons de qualifier les choses. Que contient le protocole d'accord? Alors, on va d'abord passer la parole à Eddy et Emmanuel, et puis ensuite, chacun ira de son couplet. Donc, si vous le voulez, de moi, un petit peu humblement et tranquillement. Qui commence? Eddy, Emmanuel? Que contient le protocole? C'est quoi ce protocole-là? Bien, alors, il faut le lire très attentivement. Et surtout, si on veut sourire, d'ailleurs, il est en libre circulation. Absolument. Il est partout. Si on veut sourire, il faut s'arrêter aux signatures, aux non-signatures, bien évidemment, mais aux signatures avec certains commentaires des signatures. Alors, je vais commencer par là, puisque quand vous êtes obligé de signer, vous ne pouvez pas dire non, parce que tout le monde vous regarde. Alors, il y en a qui disent non, on n'a pas qu'à signer, et qui sont partis. Ça, c'est les RPAC. Mais quand vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez pas envie de signer, vous mettez un petit commentaire. Alors, il y en a un que j'ai retenu qui est quand même fabuleux. C'est celui du président de l'Association des maires, M. Pamphile, qui signe, mais avant de signer, il met « dont acte ». Dont acte, c'est quand on a très très mal, en fait. On est obligé de signer, mais on dit, bon, si c'était moi, on va dire signer. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances. On parle de péréquation, je vais expliquer le mot, mais il y a de fortes chances que la réduction de l'octroi de mer aboutisse à une réduction réelle, parce qu'on dit on va compenser, c'est pas vrai. La réduction réelle de l'octroi de mer pour les communes. Okay? Alors on parle de plusieurs millions d'euros, on a considérablement élargi le nombre de familles, ça va faire mal. Alors pourquoi je dis que ça va faire mal? Parce qu'on enlève, c'est clair, de l'octroi de mer sur des choses qui sont consommées et on en met, on hausse l'octroi de mer sur des choses qui théoriquement coûtent plus cher, mais qui sont en termes de volume, qui ne sont pas les mêmes. Deux exemples un peu caricaturaux. On nous dit, on va enlever ça sur les pâtes, sur la viande, etc. Et ne vous inquiétez pas, on va mettre ça sur les voitures de luxe. Bon, j'ai regardé les voitures de luxe en Martinique, c'est que dalle. Sur les armes blanches et les armes, bon, on ne vend pas tant d'armes blanches et d'armes à feu que ça en Martinique. Donc, et il a raison de dire, mon Dieu, nous prix fait. Il a raison, de mon point de vue. Bon. Qu'est-ce que ça contient encore? Là où il y a... Bon, ils sont très forts, les mecs de la grande distribution. Ils sont très, très forts. Parce que, en réalité, les fameux 20% de baisse du prix sont basés sur 3 éléments majeurs. La baisse de l'octroi de mer, la baisse de la TVA et la baisse du fret. Bon, ce qu'on a envie de leur demander... Alors, la réponse a été un peu apportée après, notamment par Stéphane Ayotte et puis... Pardon. Ce qu'on a envie de leur demander, c'est les mecs, bon, combien vous sacrifiez, quoi? Combien vous avez en moins, quoi? Ils disent, oui, on va quand même lâcher 10 millions d'euros, grossistes et grande distribution, 10 millions d'euros, et c'est considérable. Bon, c'est pas considérable, c'est pas ça. Et moi, mon opinion sur cet avis de vie chère, elle est très claire, tout le monde la connaît, c'est pas les prix qui sont importants, c'est les revenus. Bassez-moi dans l'argent pour y acheter. Mais effectivement, il faut baisser les prix. Je vous annonce que l'un des points de campagne de Kamala Harris, tout en haut, c'est la lutte contre les marges excessives aux États-Unis. Donc, tu imagines bien qu'ici, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le commerce alimentaire, le commerce de manière générale. C'est 4 milliards d'euros en Martinique. Okay? C'est considérable. Et les 7 hypermarchés, l'IEDOM leur demande leur chiffre d'affaires tous les mois. Donc, l'IEDOM publie le chiffre d'affaires aggloméré, évidemment, il ne faut pas donner les détails de chaque groupe, mais grosso modo, c'est entre 600 et 700 millions d'euros.
Bon, donc j'ai envie de leur dire, bon les mecs, faites un effort supplémentaire, ok? On sait comment on arrive à 2% de marge nette, c'est vrai, on ne peut pas le nier. On part de 100, ils gagnent 2 euros. Sur 100 euros, ils gagnent 2 euros. Mais avant l'ensemble des fournisseurs qui baissent cette fameuse facture, cette fameuse marge à 2, il y a quand même un certain nombre de fournisseurs. Tu parles des différentes étapes de Des la différentes distribution. étapes. Alors, différentes étapes avant que le produit arrive en magasin. Et puis, pendant qu'il est en magasin, il faut payer un certain nombre de choses avec les 20 euros de marge, 23 euros de marge. Il faut payer un certain nombre de choses. Ce qu'on remarque, c'est que dans ce qu'on paye, il y a des filiales des propres groupes. Okay? L'une des spécialités de la grande distribution, c'est de faire en sorte que dans une société, il y ait plusieurs entreprises qui emploient par filière des salariés. C'est-à-dire que sur 300 salariés, tu as l'entreprise A qui emploie des mecs des fruits et légumes, l'entreprise B. Enfin, bon, tout le monde fait ça dans le monde entier. Mais je crois qu'il y a deux choses qui devraient caractériser la grande distribution. C'est un patriotisme martiniquais, fondamental. Il faut arrêter de dire, bon, je suis en contact avec eux, on discute. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que l'un d'entre eux me dise, écoutez, bon, les sargasses, l'eau, les problèmes de vie chère, les problèmes de santé, c'est pas notre truc, quoi. Nous, on est là pour vendre. Et je leur dis, oui, d'accord, les mecs, mais vous êtes là pour vendre. Mais les premiers trucs qui brûlent, c'est vos trucs, ok? Le deuxième truc qu'on attend de la grande distribution, c'est que quand un homme politique s'assoit pour dire à un ministre qu'il raconte des bêtises, il faut qu'il s'assoie à côté de l'homme politique. En disant, je l'ai vous expliqué, en disant, Serge, prenons Serge Letchimy, Serge, attends, je vais expliquer à ce ministre qu'il raconte des conneries. Ok? Or, ce patriotisme-là n'existe pas. Et ce qu'ils me disent, un truc très simple, écoutez, nul n'est prophète en son pays. En route, au magasin, au Gabriela, c'est pas ça, mais c'est Azot. Hein? Donc, le changement. Donc, pour résumer la réponse à ta question, ce qu'il aurait fallu dans ce protocole, mais bon, c'était un protocole politique qui avait comme destination première la fin des émeutes. C'est plutôt raté, ok? Il aurait fallu très clairement dire que les acteurs s'engagent à s'occuper des problématiques martiniquaises en dehors de la vie chère et en dehors de l'alimentation. Il y a un petit peu de ça. Oui, mais bon, c'est Letchimy qui a rajouté ça. Ouais. Le focus sur l'alimentation, de mon point de vue, est une erreur fondamentale. Emmanuel. Oui, alors, moi, pour résumer quand même ce que contient le protocole, et c'est ce que disent d'ailleurs les acteurs de la grande distribution depuis déjà des années, c'est l'addition des efforts de chacun. C'est important de le rappeler parce que le protocole, c'est la contribution de l'État, la contribution de la CTM, la contribution des logisticiens avec la péréquation des frais d'approche et la contribution de la grande distribution. C'est ça le principe même de ce protocole qui additionne les efforts de chacun et c'est par cet effet de cumulation qu'on peut parvenir à un résultat significatif. Si on avait considéré que seule la grande distribution avait la solution, eh bien, il n'y aurait pas eu de protocole et il n'y aurait pas eu de baisse des prix. Ce ne serait pas possible. C'est bien. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est arrivé à ce protocole qui est en réalité le même qu'avaient proposé depuis 3 ans les acteurs de la grande distribution eux-mêmes, et notamment dans l'enquête parlementaire conduite par Johnny Hajar, les déclarations de tous les acteurs de la grande distribution préconisaient déjà, pratiquement à la ligne près, ce qui a été signé aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au bout de cette table ronde à co-construire quelque chose. Dès les 15 premières minutes de la première table ronde, on savait ce qu'on allait signer en réalité, parce que avait déjà été posé dès le début le dossier apporté par la grande distribution qui contenait le principe de double péréquation, les frais d'approche, l'octroi de mer, la TVA et l'effet des marges. Et ce que je regrette, moi, c'est qu'il ait fallu, alors que manifestement la solution existait, elle était proposée, mais on n'a pas été foutu de le faire et de réunir par temps de paix les parties prenantes pour s'accorder sur une signature. Je crois que tu mets le doigt sur l'un des problèmes. Il y a l'aspect dont parle
Eddy, élargir ça au patriotisme Mais communautaire. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut Par autant de paix, il faut régler les problèmes. et là, ça met le doigt sur une carence de dialogue qu'il y a dans ce pays, un déficit, où chacun avait des solutions réelles, déjà bien travaillées, déjà argumentées jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque les propositions ont été portées très haut. Et bien, malgré cela, on n'a pas été capable de nous réunir, et il a fallu la pression du RPRAC pour le pistolet sur la tempe, forcer une signature. Je trouve regrettable que notre pays n'ait pas trouvé les ressources naturelles, par le dialogue, à arriver à une solution par temps de paix. Quand tu parles de pays, j'espère que tu parles de la France, pas de la Martinique, parce que c'est exactement la posture du gouvernement français. Le gouvernement français, j'ai refait un peu l'historique de ce genre de grands messes, etc. Mais c'est toujours le rapport de force. Oui. Les gilets jaunes, c'est un rapport de force. Les agriculteurs, c'est un rapport de force. La sidérurgie, c'est un rapport de force. En clair, les types qui nous dirigent ne prennent des décisions que contraints-forcés. Oui, c'est ainsi dans le monde entier. Oui, non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des pays, prenons un pays, je voulais vous le citer. Il y a un pays où il n'y a pas de rapport de force. En permanence, on discute, c'est le Canada. Tu n'as jamais entendu dire qu'on a brûlé Montréal pour obtenir des trucs. Le Canada a... Le problème des étudiants, de l'augmentation des... sur des thématiques qui sont des thématiques qui souvent nous dépassent. Mais des thématiques quotidiennes. Non, prenons notre pays, la Belgique. Voulez-vous laisser notre partenaire s'exprimer un peu aussi? Ils vous regardent là comme des dieux, mais enfin bon, ils existent, Daniel. Non, nous sommes attentifs. Dans la déification, c'est pas trop notre genre, question. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas répondre à tout ce que je dis. Je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Allez. Daniel. Non, simplement, moi je retiens quand même ce que dit Eddy, et je rebondis dessus. Si tu dis que le véritable problème, c'est pas la vie chère, comment, donc, dans ce cas, ça veut dire que ceux qui prétendent que c'était la vie chère qui les motivait, il faut donc chercher ailleurs leur véritable motivation. Moi, c'est la conclusion que j'en tire. Très certainement. Et nous avons nos idées là-dessus. On va développer ça après. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que 80% ce que j'ai découvert, c'est que, je suis désolé de n'avoir pas su, 80% des produits consommés en Martinique sont importés. Et vous avez 10 choses que vous mangez, que vous consommez, et 8 sur 10... 8 sur 10, vos 10 doigts, donc les 10 doigts ne sont pas à vous, c'est pas vous. Ils sont venus d'ailleurs, il y a 2 petits doigts qui sont à vous. Moi, je suis SSTB Coué. 67% du différentiel des prix est constitué des frais d'approche. 67% du différentiel des prix, c'est Méné et Vini. Et puis on rêve avec 80% des produits, mais c'est un truc de fou dingue. Ouais. Barbade, c'est 90. Vous, ceux qui faites le pays, j'ai fait regarder Emmanuel Nani, ni industrie, ni commerce, ni rien du tout. C'est prestataire de services comme nous-mêmes, comme la plupart d'entre nous. Mais c'est fou, ce manque d'intelligence dans la gestion globale. Alors, quand on regarde, et puis ça s'adresse à des gens, j'ai déjà dit, répéter, mais je vais quand même le répéter. 34 500 foyers bénéficient du RSA. Alors on dit le RSA, c'est le revenu de solidarité. Il est versé par la CAF, et puis il fait 607 € par mois. Quand tu as 607 € par mois, tu ne meurs pas de faire parce que tu as un petit job à côté, mais tu as tout le temps pour réfléchir, pour gamberger, et tu as tout le temps pour être jaloux de celui qui passe avec la BMW, la SUV, ta grosse Toyota, etc. Tu as le temps de cultiver, tu peux lever la tête, respirer, certains jours rester chez toi, fumer ton joint, et puis tu peux cultiver la haine. Il ne faut pas oublier ça. Alors on a cru qu'on allait régler le problème avec une départementalisation, avec un versement d'allocation. Voilà le côté pervers de ces choses-là. Et puis, tu as donc 607,75 € pour une personne seule, 911 000 € pour un couple sans enfant et 1101,86 € pour une personne seule avec un enfant à charge. C'est à la fois vraiment que tu es mis dans l'eau avec l'eau qui arrive à ton nez, donc tu passes ici. C'est pire, la pire des situations. Je fais où j'ai nagé, où j'ai bouillé corps. C'est la pire des situations qu'on a créées dans ce pays-là. Alors, on dit, et puis autre chose, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, on dit toujours qu'il y a 76 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas vrai, c'est comme il dit, je fais les 10 Marajo, comme il le fait pour la démographie. En réalité, je vais vous donner le calcul. C'est l'INSEE, hein.
tranquille. 27% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Je suis Emmanuel. Un taux plus élevé de 12 points qu'en France métropolitaine. On peut l'accepter. Le revenu médian annuel des ménages pauvres s'établit à 10 400 € par unité de consommation, par personne. Ça fait 867 € par mois. UED, hein, 867 € par mois. Donc, 27% de 350 000 et 94 500. Il y a 94 500 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui vivent avec les sommes que j'ai dites, avec 1000 balles, 1000 € par mois. Alors c'était normal que l'État fasse, même si c'est insuffisant, c'était normal que ça explose. Non, c'était pas normal que ça explose. Comme tu le disais, ça aurait dû être réglé avant. C'est pas normal que ça explose, mais on s'y attendait. C'est pour ça que je n'ai pas à l'égard de ces événements, j'ai pas d'étonnement et de surprise. Je ne vis pas dans l'angoisse parce que c'était attendu. Je m'étonne même qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de sang qui coule et tout. Et si tu veux parler, vas-y, Eddy. Moi, je crois que ce qu'il faut intégrer, c'est que comme ça ne va rien changer pour les gens en question, là, les 94 000, ça ne va rien changer pour eux, ok? Parce qu'ils ne vont toujours pas pouvoir entrer dans un hypermarché. J'ai posé la question à Alexandre Ventadour. Je lui ai dit, mais on parle de la limitation du différentiel de prix avec la France, ok? C'est l'un des principaux trucs. Et puis, les types disent 50% de différence, 40%, 30%. Fantastique. Mais 80% des produits, le différentiel est largement supérieur à 50%. Donc, en fait, quand tu as... Et lui-même répond, il me dit 600%. Je dis, prenons l'exemple des 600%. Comment on fait là? Ça ne va rien changer pour ces gens-là. Et ce qui est terrible, c'est que... Et tu as raison, c'est pas l'alimentation. L'alimentation représente 15% du budget des ménages. 18. Les derniers chiffres de 14, l'INSEE, c'est 15%. Tu vois, ça descend tous les jours. Oui. Bon, et le reste, Oui. donc il faudra attendre une nouvelle violence. Ouais, parce qu'on peut que ça coûte. Mais oui, Alors, on va régler le reste comment? Avec de nouvelles violences? Quand les gens vont dire, mais nous ne pouvons pas aller travailler parce que ça a trop cher. Nous ne pouvons pas trouver un logement parce que ça a trop cher. Etc., etc. Donc, tu te rends compte que 85% de ce que les Martiniquais dépensent ne correspond pas à la bouffe. Donc, les émeutes, c'est pour quand? Pour le reste. Si tu vas pour les voitures, pour les téléphones. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on aborde, on peut passer la question que tu pourrais traiter, de savoir est-ce que c'est un protocole, est-ce que c'est un contrat, est-ce que c'est un protocole. Il y a eu toutes les polémiques, est-ce que c'est qualifié d'objectif, etc. Ça n'a pas de valeur et tout. Bon, de toute façon, ça a la valeur qu'on voudra lui donner. En tous les cas, je pense que les interventions de distributeurs, leur mise en présence était très intéressante. Moi, j'ai relevé, il faut que je sois sincère, j'ai une certaine sympathie pour lui, hein, je dois l'avouer, c'est public. J'ai une sympathie pour une béquille. Je sais que je vais offenser personne, qu'on ne va pas me lapider. Patrick Fabre qui dit que la signature est historique pour un changement structurel, parce que pour lui, il voit le côté dynamique des choses. Il le précise. Il dit que c'est un mouvement qu'il plaidait depuis des années pour qu'il fasse comprendre qu'il fallait changer la donne, il fallait changer les éléments, donc engager un mouvement. Et que je le cite, les éléments de ce protocole ont fait changer structurellement la forme de la chaîne d'approvisionnement et que ça me paraît très important pour l'avenir. C'est une certitude que ce sera durable puisque c'est maintenant structurel. Il espère. Mais c'est pas pour 3 ans, Patrick. Donc, il oublie un truc, c'est l'inflation. C'est bien. L'État doit de façon législative faire changer la TVA, donc il estime que c'est une victoire, pour obtenir la création d'un fonds. Il appelle ça fonds de compensation. Il a créé un concept. Il est très créatif, Patrick. Un fonds de compensation, ce que j'appelle le fonds de continuité territoriale. C'est très bien, c'est la première fois qu'on a vu des gens se réunir et discuter et nous faire comprendre les ressorts, les processus économiques. Que ça marche ou pas, c'est un commencement. Moi, j'estime que c'est une victoire. C'est-à-dire qu'il y a eu assis autour d'une table l'État, les politiques, la distribution, et ils se sont parlé avec le PRAC qui les regardait mais l'étape suivante, hein, me semble-t-il, au-delà de la question même où tu dis l'alimentation représente 15%, il y a les autres problèmes. Je pense que, et ça induit le sujet que tu nous as demandé de traiter sur les conséquences, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la Martinique? La vraie question, c'est de savoir quel type de société ensemble nous voulons.
Parce que est-ce que ce qu'on veut, c'est être un pays à consommer intégralement comme l'Hexagone? Est-ce que nous voulons être un pays de producteurs et de savoir comment nous nous mettons ensemble? Est-ce que c'est un pays où le travail a de l'importance? Ça veut dire que le travail au noir, on n'est pas d'accord. Autour de quoi on est d'accord? Et ça, à un moment donné, parce que même si on aborde les autres questions de la vie chère, si on n'aborde pas la question de savoir ce que nous voulons pour nos sociétés, on ne s'en sortira pas. Et si on ne le fait pas ensemble, on ne s'en sortira pas non plus. Et moi, je pense, Maurice Laouché, dans les sujets que tu nous as dit... de passer, puisque... Oui, mais on le fait. Non, mais je marque un temps d'arrêt. De passer au deuxième sujet qui doit être traité par toi, Christian, et par Daniel. Conséquences économiques, sociales, je voulais dire Daniel et toi, conséquences économiques, sociales et politiques de la mise de la vie chère en Martinique. 3 sujets, 3 tribunes. Une de Jean-Marie Noll, qui est un économiste, une de Maurice Laouché et une du journal Antillard. Allez-y. Oui, mais j'ai déjà là-dessus. Oui, c'est ça, c'est les questions, parce que Maurice Laouché dit dans sa tribune, il dit les crises peuvent être l'occasion d'un sursaut. Et donc, effectivement, lui, alors, il met l'accent sur le projet global, le schéma global que la CTM devrait présenter à la population en disant que normalement c'est une obligation qu'il doit faire. Jean-Marie Noll, lui, il pose la question sur quelle politique pour la Martinique, quel est le projet de société pour la Martinique, et Antillard avec Dorling Carter himself, qui dit qu'il pose la question, et c'est un angle d'approche, en disant mais qu'il préconise l'amour pour les Martiniques, pour le pays et ses habitants. Et donc, non, mais je veux dire, il faut que ça nous interpelle, parce que c'est peut-être une façon de savoir, de ne pas avoir des pulsions de mort, puisque ce qui nous pousse à détruire, quelle est notre pulsion de construire? Donc ça, et moi je pense qu'on pourrait multiplier les tribunes. Il y a Serge Domy, il y a Abda Faye, il y a Olivier Jean-Marie. Mais en fait, les conséquences, on sait bien, économiques, la Chambre de commerce, les entreprises patronales sont là pour nous dire, on va nous donner le bilan financier. Le bilan humain, on n'aura pas toujours de savoir les drames que ça va, on l'aura petit à petit. Économiquement, comment le pays, touristiquement, etc., vont s'en sortir, on saura. Mais maintenant, la vraie question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on profite comme opportunité pour enfin se poser la question, qu'est-ce que nous voulons ensemble? Tu parles dans ta tribune du fait que les béquets soient des boucs émissaires. Et tu nous invites quelque part, mais mettons les choses à plat. Mettons les choses à plat pour qu'on puisse avancer. Mais la question aussi, y a-t-il des gens qui veulent vraiment en sortir? Et c'est pour ça que je dis que c'est à nous, à tous ceux qui souhaitent que ce pays récupère une énergie fédérative pour construire, que ceux-là, au moins, on les entende davantage. Christian, vas-y. Bon. Alors, en fait, on sait bien évidemment que la problématique dans laquelle on est, elle est extrêmement importante pour notre devenir. Sûr. Hein? Bon. Et tu l'as dit, Daniel, et il l'a dit à un autre niveau, quelle projection avons-nous dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Quelle Martinique nous voulons construire? Ce matin, j'ai ouvert la télévision et je vois SC News. Et vous savez ce que c'était écrit? C'était écrit Martinique, violence. Alors, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai regardé combien de temps le bandeau est resté. Il est resté peut-être 3 minutes. Et j'ai changé de chaîne. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas imaginer que mon pays ait une visibilité de violence. Tout à fait d'accord. C'est pas possible. Ouais, ça n'a pas besoin de nous, mais c'est une réalité. Il faut qu'on pour le dise sans avoir honte. Sur le plan économique, évidemment, je pense à la saison touristique. Tous les pays du monde se battent pour avoir des bateaux, pour avoir de l'attractivité, pour créer des événements, pour attirer du monde. C'est parce que ça génère du travail, ça génère du résultat, ça génère de l'activité. Vous voyez? En Martinique, on est tellement capricieux que, même si le problème est important, on est prêt à bousiller une saison touristique.
Je vous ai dit que la semaine dernière en Guadeloupe, il y avait une enquête sur Mais comment améliorer le Tu tourisme. connais la réponse, on ne fait pas de l'omelette sans casser les œufs. Tu connais la Oui, mais réponse. enfin, c'est des réponses qui satisfont les gens qui sont les plus courts dans C'est l'esprit. une réponse clé, Bien. hein, c'est ça qui est le... Voilà. Alors, si vous voulez, moi, ce que je veux Excuse-moi, vous dire, mais ça dépend. qui ce que je supporte. veux vous dire, si vous voulez, C'est c'est pas que... leurs œufs qu'on casse. C'est que, alors, je ne vais pas être très long, Gérard. Quand tu m'as donné le document de travail, entre autres, j'ai relevé contestation populaire, commentaires haineux, intensification des tensions sociales, radicalisation, propos virulents, escalade, surenchère, déséquilibre. C'est ça notre pays. C'est là ça le pays qu'on veut construire. Le pays qu'Aimé Césaire et d'autres ont généré. C'est ça notre pays. Alors, on est rebelle de tout. Or, en réalité, il faut construire, on le sait. Et là, je rebondis sur Eddy, quand Eddy parle du Canada. Effectivement, il y a des pays qui ont appris, si vous voulez, le civisme, qui ont appris l'éducation, qui ont appris la résolution, si vous voulez, non violente des problématiques, qui ont appris la tolérance, qui ont appris la bienveillance, qui ont appris le savoir-vivre, qui ont appris l'éducation. Et c'est de tout ça dont on a besoin. Vous voyez? Et j'ai envie de dire que, pour aller dans les détails, on a besoin qu'il y ait moins de poubelles qui débordent aussi dans ce pays. Vous voyez? Je l'ai déjà dit aussi, on a besoin de moins de radars. Il faut des procédés d'éducation. On a brûlé tous les radars. Chaque fois, on brûle les radars. Donc, il faut des procédés différents. Alors, on me dira, il faut taper du poing pour pouvoir avoir des résultats. Non, je pense à l'éducation. Ralentissez, zone protégée, ralentissez. Enfin, vous voyez, il faut trouver des choses. On est dans le monde de la communication. Je termine en disant, alors là, encore une fois, le président de la collectivité, il a parlé, il a dit, on a réglé 27,5 points sur 28. Ouais. Et malgré ça, le pays est bloqué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, j'ai envie, effectivement, d'un pays différent. J'ai envie d'un pays où, effectivement, nous privilégions, comme je le dis, la politesse, la bienveillance. Nous consommons moins aussi. Il faut consommer moins. Il ne faut pas faire goulot pour consommer toute balle à ouvrir. Ben nous, c'est pas parce que vous voyez 10 chocolats bazot, il faut que ça prenne 10 chocolats. C'est pas parce que vous voyez champagne bazot, il faut que volant les champagnes. Non. Allons à la Noël revenir à notre schrob, à notre boudin créole, À notre sobriété. à notre sobriété. Donc, il faut bâtir une société excluant la violence. Je rêve. Mais en tout cas, c'est la projection que je peux avoir de cette île que nous avons qui s'appelait l'île aux fleurs et qui est devenue presque l'île au feu, quoi. Ça m'embête, quoi. Ouais, exactement. Ilia Illouz, qui est une sociologue, une penseuse, dans ses livres, explique que les pratiques consuméristes dont tu parles à l'instant déterminent l'idée que l'on se fait de ses sentiments les plus intimes, en d'autres termes, comme le capitalisme consumériste. Pas le capitalisme, hein. Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause le système qu'on est un régime socialiste, c'est pas ça. Le consumérisme détermine les émotions de chacun. Avec un bouquin qui s'appelle Le 8 octobre, Généalogie d'une haine vertueuse, elle pose les bases d'une archéologie économique et culturelle d'une autre émotion. Non plus l'amour, mais la haine dans les milieux intellectuels et universitaires aujourd'hui. Pour cette philosophe, ce déplorable état des sociétés occidentales auxquelles nous nous rattachons, c'est de moi, c'est la façon dont nos pratiques consuméristes déterminent l'idée que nous nous faisons de nos sentiments les plus intimes. Comment le capitalisme consumériste, en d'autres termes, détermine nos émotions. L'exacerbation de la demande est devenue le moteur des sociétés, est devenue le moteur de la Martinique. Comme a dit Eddy, quand on aura fini avec la consommation des pâtes et tomates, c'est dire, ouais, mais IBM là, mais les téléphones là, et puis on va dire, mais c'est vous qui nous avez dit, c'est les panneaux 4x4 que vous nous imposez à chaque tournant de rue, vous les publicistes qui font ça. Et c'est dans ce sens que c'est pas l'amour rikiki, l'amour je t'aime, tu m'aimes, non. C'est un amour beaucoup plus vertueux, beaucoup plus large, beaucoup plus social. L'amour semble la seule force capable de subvertir la fatalité du destin, de conjurer les sortilèges sociaux, moi dans même, voilà. Je tire au sort. Emmanuel, tu vas parler beaucoup, toi, Eddy. Emmanuel. Oui, dans les conséquences, puisque c'est ce dont il s'agit, quand tu parles de l'effet de l'amour, je te rejoins. Il y a un autre mot qui est important à rappeler, c'est la confiance. Oui. L'économie, c'est la confiance. La confiance, c'est l'activité. L'activité, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Il faut aussi revenir sur les lois économiques de base qui s'appuient sur la confiance. Eddy avait parlé il y a quelques semaines du coût caché, mais réel,
du conflit de 2009 qui avait pris 10 à 15 ans pour pouvoir être réparé. Ouais. Bon, ce coup-là, personne n'en était réellement conscient. Pourtant, il est réel. C'est-à-dire que la Martinique s'est affaiblie pendant 15 ans. Elle aurait pu être sur une autre trajectoire. Et ça s'est payé cash en termes d'emploi, en termes de tension, en termes de malheur, en termes de difficultés. Aujourd'hui, on a remis une balle dans le barillet avec ce qui s'est passé. Alors, j'espère que la confiance va revenir vite, mais c'est important de mettre le doigt sur le risque de la défiance qui va résulter de ce qui se passe en ce moment, indépendamment des résultats du protocole d'ailleurs, parce qu'il faut tout faire pour que la confiance revienne, il faut tout faire pour que les investisseurs restent, il faut tout faire pour que les développeurs d'activités n'aillent pas sur d'autres terrains de jeu, reviennent en Martinique, ne partent pas, parce que c'est que comme ça, par une confiance rétablie, par une activité revenue, qu'on pourra petit à petit reconstruire de l'activité et, in fine, remettre du pouvoir d'achat dans les familles. Eddy, tu voulais dire quelque chose? Alors, je vais peut-être décevoir Daniel, mais la question récurrente, quel projet, sur quoi nous allons bâtir ce pays, n'a pas de réponse. Et ça tient, la personne qui dit ça, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, interrogé par son fils Marc sur « Papa, pourquoi tu n'as pas choisi l'indépendance? Pourquoi tu ne pousses pas les feux pour qu'on soit libre ?» Et Césaire lui dit « Mon fils, je suis désolé de te dire ça, mais on n'est pas assez nombreux. » Alors, ce que j'ai fait, à partir de cette réflexion, j'interviewais Marc Césaire, j'ai pris tous les small countries, tous les petits pays en dessous de 500 000 habitants. Eh bien, ils sont tous dans la même situation. Tous. Alors, il y a des types qui m'attaquent en me disant « Ouais, c'est pas vrai, Singapour. Singapour, c'est 6 millions d'habitants. Okay, c'est peut-être 600 km², hein, mais c'est 6 millions d'habitants. En hauteur. C'est mathématique. Des étages. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Nous ne pourrons pas construire ce pays pour deux raisons. Un, nous ne sommes pas suffisamment nombreux et nous ne voulons pas l'intégration avec nos voisins. Quand on sera dans un truc minimum, Martinique, Guadeloupe, Guyane, 1 million et quelques habitants, là, on peut commencer à travailler. Quand on va élargir, on dit, allez, on rentre dans les 30 millions Caraïbes, là, on va faire quelque chose. Mais 300 000 ou 400 000 habitants, c'est pas assez. Et puis, dernier truc, si en plus de cette petitesse ridicule dans les comportements, ouais, nous qui dit, ouais, faut nous faire tannerie, frère. Qui tannerie on va faire là? Qui nous a fait soulier? Bon, c'est pas possible, ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu ça dans les années 90. Les mecs de la région m'ont dit, ouais, allons travailler sur une tannerie. Je dis, mais les mecs, allons arrêter de raconter des conneries. Il faut des pots. Et puis, il y a ça. Et puis, le fait que nous dépendions de types qui disent, voilà ce que vous allez faire. Tant qu'il n'y aura pas cette rupture-là, pas sur un plan, on va dire, régalien, mais sur la décision de la collaboration et de l'intégration, on ne s'en sortira pas. Et, j'insiste dessus, tant que les béquets ne s'assieront pas à côté des Noirs, des mulattes et de tous les gens de couleur pour dire aux gens qui décident en France que ce n'est pas la vérité, ça ne changera pas. Donc, notre ami Camille Chauvet disait, les béquets n'ont pas joué leur rôle de bourgeoisie sud-américaine. Vous vous rappelez de ça? Et il avait raison. Confiance développe ça aussi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes forts maintenant pour demander, je parle d'Emmanuel et moi, pour demander aux béquets de se sentir très concernés par ce qui se passe. Mais la déclaration de Stéphane Ayotte va dans ce sens-là. Il dit, je suis né en Martinique, je vais mourir en Martinique, je me sens impliqué par les problématiques martiniquaises. Oui. Fabuleux. Alors, je le trahis. On a entendu ça? Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, on te laisse la parole. C'est une émission que nous faisons. Je pense que le moment est venu de parler cash. Ce qu'on dit de toi, parler cash, c'est de la vérité.
on ne va pas, Emmanuel et moi, jouer comme ça, faire les saltimbanques, essayer de colmater le petit trou de la digue, comme les Pays-Bas, pour essayer d'empêcher que ça coule. On va dire aux gens leur vérité. On va dire aux gens qui sont excessifs des deux bords, vous êtes excessifs, vous exagérez. Ça mènera nulle part. Avec chacun, avec nos vocabulaires. Hein, on va essayer de ne pas les insulter, de ne pas les provoquer, de ne pas créer le... On va essayer qu'ils nous entendent. Et puis, il y a ceux aussi qui ne se sentent pas concernés alors qu'ils sont l'épicentre, ils sont l'épiphénomène de ce qui se passe. Et puis, ils ont la responsabilité parce qu'ils sont dans les secteurs les plus regardés, les plus vus, les plus utilisés. On va leur dire, écoutez, bon, il faut faire un effort, il faut faire des choses. Quoi? On ne va rien, on va pas leur dire, faites ça, marchez à gauche, mettez un chapeau blanc. Non. Mais allez, faites quelque chose, débrouillez-vous, vous êtes responsables. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. La grande passion est l'unique chemin, non seulement vers une pensée véritable, c'est la grande passion à laquelle je pense, c'est le patriotisme. Le patriotisme, pas le civisme. La grande passion est l'unique chemin, non seulement vers une pensée véritable, mais vers un lien authentique avec autrui. Un lien authentique avec autrui. C'est-à-dire que je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas. Sur 80 km de long, on peut être très en haut, très en bas. Nous, tout ensemble, nous cacoler. On est tout près. On est tout près l'un de l'autre. Bon. Elle apporte un cinglant démenti à l'idée selon laquelle chaque individu recherche seulement son propre intérêt. Je t'aime, je l'assume. Après, il y a use, serait une formule qui constitue un défi d'existence à toute langue humaine. Il est l'autre nom de l'éthique, puisqu'il met à l'épreuve notre responsabilité à l'égard d'autrui. Je ne peux pas, même si j'ai 2% seulement de marge sur le chiffre que je fais, vivre, d'avoir quelque... C'est ce qu'ils pensent, hein, les afro-descendants. Quel mot, quelle appellation ridicule. Les locaux. Je ne peux pas avoir servi à t'aider à avoir fait ton empire et puis que tu ne participes pas à ma vie, que tu ne viennes pas vers moi. C'est ce qu'on va leur demander. Comme fait Emmanuel. Regarde Emmanuel assis là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il laisse la première agence de ce qu'il fait. Je n'ai pas de dévoiler son. Il vient avec nous. Il va rencontrer. Comment il s'appelle ton comparse gauchiste là? Steve Gadet. Steve Gadet, ils vont discuter, peut-être comprendre. Bon, alors on s'y met tous, je vais parler comme une image, on s'y met tous les mecs, et puis on essaie de régler le problème. On va passer... Alors, quelquefois, il faut... Les nanas. Les mecs et les nanas. Les mecs et les nanas. C'est Yori du Bourron, là. Les mecs et les nanas. Bon. Emmanuel, je veux quand même parler rapidement de ce qui se passe à Nouméa. Vraiment en 3 minutes. Oui, en Nouvelle-Calédonie, rappelons que le 13 mai, il y a eu la fameuse insurrection suite au projet d'évolution du corps électoral, avec des tensions très vives entre les Kanaks indépendantistes et les loyalistes, qui se sont traduites par des violences extrêmes, des incendies, des saccages, des morts, et un climat d'insécurité maximum, et aujourd'hui un effondrement de l'économie qui est terrifiant, parce que là on parlait de confiance, aujourd'hui la confiance elle n'existe plus en Nouvelle-Calédonie. Et les perspectives de rebond sont extrêmement sombres. Alors moi, j'ai noté 2 choses. D'abord, l'initiative du gouvernement calédonien qui a fait quand même une démarche assez originale, qui a consisté à collecter les contributions d'un maximum de Calédoniens, de toute origine, parce que il fallait passer par la vie des populations pour produire des contenus, pour produire des propositions, des réflexions, des aspirations, des observations, et pour faire un peu le bilan de tout ça. Donc il y a quand même un document, un travail, un processus qui a été tenté par le gouvernement local et qui s'est soldé par un paquet de revendications qu'il porte à l'État et qui coûte 4,2 milliards d'euros. Bon, et là, ça fait gloups, parce que, bien évidemment, l'argent n'est pas dans les caisses de l'État. Mais ça montre 2 choses. Ça montre que, il y a quand même eu ce processus de dialogue. Alors, peut-être imparfait, peut-être tendu, mais en tout cas, la clé dans tout, et tu l'as dit dans ta rubrique également, c'est le dialogue, c'est l'envie de dialogue. Et il n'y a pas de solution si le dialogue est faible. Donc, il y a quand même eu cette tentative qu'il faut saluer. J'espère que ça aidera à renouer la confiance. Et puis, ça met le doigt également sur l'ampleur des dégâts. 4,2 milliards. Le pays est rasé sur le plan économique. C'est terrible. Et on est face à des populations qui ne se comprennent pas non plus, parce que c'est deux champs culturels tellement opposés et qui se séparent davantage compte tenu de la violence des tensions. Donc ça aussi, c'est quelque chose à intégrer. Voilà, donc Jean-Noël Buffet, le nouveau ministre, récupère le bébé.
lui, en bon sage, se dit « donnons le temps au temps », on met de côté ce qui fâche et on met un calendrier très lent pour pouvoir accommoder les choses. Il a raison, la précipitation, pour le coup, n'a pas de sens. La seule question, c'est est-ce que le pays a du temps devant lui pour pouvoir se relever? Moi, j'en doute. Ouais. Mais il est concis. On va faire un petit jingle, on a parlé pendant presque jingle, culture. À plusieurs reprises, Daniel Marcellin m'a parlé du bouquin de Glucksmann, La Grande Confrontation, comme s'il me parlait d'une friandise savoureuse. Je vais lui laisser tout son temps pour qu'elle puisse développer. Alors, c'est un ouvrage qui est sorti en mars 2023, que vous voyez, et que j'ai lu donc, en 2023, et qui m'a donné vraiment presque des cauchemars et froid dans le dos. Et j'ai trouvé qu'il était à nouveau d'actualité. Alors, pour qu'on le comprenne bien, Raphaël Glucksmann, ce n'est pas n'importe qui, dans ce sens que c'est quelqu'un qui a une formation solide, c'est quelqu'un qui a une expérience parce qu'il a travaillé avec le président de la Géorgie, il est enseignant, il a enseigné à Sciences Po, il a enseigné à Henri IV, il a fait plusieurs documentaires, plusieurs essais, et il est député européen. Il a été, la première fois, il a été réélu en 2024 pour la deuxième fois. Et ce qui est intéressant, c'est quand il a été élu la première fois, il a demandé qu'il y ait une commission qui soit créée pour étudier les ingérences étrangères dans le cadre de la communauté. Et son livre, c'est le résultat de cette commission, qui était pour un an, qui a été prorogée et qui est maintenant est définitive. Et cet ouvrage est absolument référencé, c'est-à-dire qu'il ne dit rien s'il ne dit pas où est sa source. Que ce soit un journal, que ce soit une émission radio, que ce soit un rapport, que ce soit un ouvrage, tout est absolument, il y a toutes les sources. Et donc ce livre, le sous-titre, c'est « Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties ». Si vous voulez comprendre ce qui se passe en Russie, si vous voulez comprendre ce qui se passe aux États-Unis, si vous voulez comprendre ce qui se passe en Grande-Bretagne, en France et dans le monde, il faut lire Glucksmann. Il faut lire Glucksmann parce qu'il explique comment la politique, ça, c'est basé sur un certain nombre d'armes de guerre. La première étant la corruption. Et quand on parle de corruption à ce niveau-là, mais c'est quelque chose de phénoménal au niveau des montants. Et son livre commence par deux corruptions qui sont celles du Qatar et celle de l'Azerbaïdjan, où il y a des vice-présidents du Parlement européen, présidents de commission, présidents d'ONG, et on trouve chez eux 750 000 € en espèces. Et on apprend qu'il y a, s'agissant de l'Azerbaïdjan, pour qu'un rapport sur les prisonniers politiques ne soit pas voté, ils ont arrosé de 30 millions. C'est ce qu'on a découvert, et c'est une institution judiciaire. Et il dit, quand vous passez, ça c'est le Qatar, ça c'est l'Azerbaïdjan, quand vous arrivez à la Russie, vous changez d'échelle. Comment ? Et donc, et là, on tombe des nues, parce que quand, au niveau de la corruption, il vous explique comment un chancelier allemand, Schröder, il décide d'abandonner l'indépendance énergétique de l'Allemagne pour être sous la domination des Russes. Et que quand il est battu aux élections, quelques semaines après, il est au conseil d'administration d'une société russe où il émarge et il gagne des millions. Donc la corruption, c'est une arme qui est utilisée, qui est utilisée dans tous les pays occidentaux. Et ensuite, après la corruption, il y a l'immixtion dans les élections avec des exceptions sur l'élection de Trump, sur le Brexit, sur l'élection de Macron, qui n'a pas marché. Ça a marché pour Trump, ça a marché pour le Brexit, mais ça n'a pas marché. Sur le piratage, les hackers qui piratent les serveurs des partis, qui piratent les hôpitaux, qui piratent les grandes industries, et puis l'organisation méthodique de la maîtrise des médias et des réseaux sociaux. Et c'est absolument terrifiant de voir non seulement la capacité qu'ils ont
au niveau de savoir comment utiliser les médias, mais l'argent coule à flot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour pouvoir dire. Et donc, par conséquent, je pense qu'à un moment donné, c'est ce que Raphaël Glucksmann dit, il faut se réveiller. Parce que déjà, il faut comprendre le degré de corruption de nos propres élites. Et il ne s'est pas fait aimer, Glucksmann, quand il a dit ça. Et parce qu'il dénonce aussi l'inertie de la réaction, y compris dans son propre camp, qui est le camp de la social-démocratie, en disant qu'ils n'ont pas réagi suffisamment. Et il donne, son livre commence comme ça, et moi je vais finir comme cela. Il commence par la réflexion d'une journaliste russe en 2005 qui dit « En Europe, vous ne vous rendez pas compte que la guerre est à vos portes. » 2005. Et elle dit « Vous allez, tôt ou tard, Poutine va faire la guerre. Ouais. » 2005, elle est assassinée, cette journaliste. Elle est assassinée en 2006. Et ce qu'elle dit se produit quelques années après. Ouais. Donc, moi, je crois qu'il s'agit d'être lucide et de comprendre la façon dont les mécanismes peuvent se mettre en place. Et pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir l'éthique du savoir, l'éducation, la responsabilité, le sens des choses, c'est pas un chemin facile. C'est beaucoup plus commode d'accepter billets d'avion, somme d'argent sur un compte offshore, etc. Mais moi, je trouve que c'est un livre à lire pour nous faire rentrer dans la réalité qui n'est peut-être pas celle qu'on imagine, mais qui est nécessaire pour comprendre comment fonctionne le monde. Et comment fonctionne la Martinique, peut-être. Ah, c'est ce que je voulais rajouter. Jingle. Musique. Si j'ai parlé. Bon, un petit peu de paix, un petit peu de sérénité, un petit peu de douceur. C'est avec lui, un monument. C'est le père Donatien, Fernand Donatien. On parle de lui aujourd'hui. Un homme extraordinaire que j'ai connu, que j'ai fréquenté et dont j'ai appris à mesurer, si vous voulez, l'exigence. Parce que Fernand, c'était l'exigence de ce dont on parle, hein, l'éthique, la qualité, tu vois, la créativité, l'esthétique. C'était ça, Fernand. La morale. Fernand a le moral. Il est né en 1922, il nous a quittés en 2003, assez jeune, hein, 60 et quelques. Fernand, il disait, une chanson vaut plus que 2500 discours. Bon, pour partager comme ça, non, mais pour montrer effectivement que, bon, vous savez, Redemption Son de Bob Marley, hein, par exemple, ou bien d'autres. Hein. Alors, Fernand, c'est un peu ce qu'on a dit, le père de la littérature créole. On va voir à travers ses chansons la manière qu'il avait de dépeindre la société martiniquaise, les métaphores qu'il employait, et sa sensibilité profonde par rapport à son île et par rapport à son territoire. Donc, je vais vous proposer une première chanson, qui est une chanson merveilleuse, qui a été chantée par Gertrude Séné, qui s'appelle « À supposer », qui est une valse de très grande qualité. À supposer, la vie s'est changée un jour. À supposer, la chance s'est virée de l'amour. À supposer, le sort s'est changé de face. Au point où les animaux délaissez-moi. Si restez moins encore un ciel bleu, si restez moins un petit clarté, et si clarté t'as la chérie, c'est où qu'il a côté moi. On a vu Fernand en médaillon à côté, et c'est toujours agréable d'entendre Gertrude et sa précision dans son chant. Enfin, moi, je suis toujours sensibilisé par cela. Alors, Fernand, c'est un patrimoine extraordinaire. Les titres, quelque part, qu'il a composés, Glycéria, Émotion, 2 heures du matin, Boeing. Boeing, vous savez, c'est l'histoire de Tiout qui, comme le Boeing devait arriver, Tiout assise, et puis qu'il a gardé dans la foncienne là, il a attendu
Bon, il est arrivé, enfin. Mais ce sont des textes qui sont extrêmement intéressants. Classe de Mazouk, Poulbois, ça qui arrivait au Poulbois. Je ne sais pas si vous vous rappelez des moments comme ça où il y avait effectivement ces bêtes qui infestaient un peu partout. Pour 3 francs, des œufs du matin, La Montagne est verte, à la Léona. Vraiment, beaucoup de titres qui sont aujourd'hui joués toujours par beaucoup de formations musicales. On va écouter un deuxième titre à travers effectivement le morceau qui s'appelle Glycéria, et c'est l'occasion de souligner effectivement le travail important que Empreinte, sous l'égide de Gilles Voyer, Daniel Wanikoraï, Franck Donatien, ils ont réactivé un petit peu la mémoire de Fernand Donatien en enregistrant de façon assez moderne. Alors on va écouter quelques notes de Glycéria. Toutes ces criées, c'est voudrait chanter bye. Toutes colibris, c'est voudrait caresser. Mais pas qu'à ouais, pas qu'à tonne. C'est grand soleil qu'à attendre. Les grands soleils mettaient quand y a chopé. Glycéria desséché, fané tombé. C'est anti-flé glycéria qui fleurit ton chalet carême. Toutes ces criées, c'est voudrait chanter bye. Toutes pipiris, c'est voudrait caresser. Mais pas qu'à ouais, pas qu'à attendre. C'est grand soleil qu'à attendre. Les grands soleils mettaient quand y a chopé. Glycéria desséché, fané tombé. La jeunesse, c'est un temps qui vient coûte mon maille. Johnny ou ni fêtant frais. Demain ou vieux ou fatigué. La voix de Daniel Wanikoraï qui a fait une interprétation qui a été remarquable sur ce titre. Alors là, je vais vous raconter une histoire. Et c'est lié, bien évidemment, à mon activité en tant que directeur de la SACEM, mais notamment ce qu'on appelle le droit moral. Vous savez, le droit moral, c'est à côté des droits patrimoniaux, fait qu'on n'a pas le droit de dénaturer l'œuvre d'un auteur, le détourner de sa signification. Alors, un jour, Fernand Donatien me voit, il me dit « Ah non, je vais les foutre en justice par rapport à ma chanson qui s'appelle Gombo ». Alors, Gombo, alors on va l'écouter tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Fernand me dit « On a dénaturé ma chanson ». Alors je dis, mais comment? Alors semble-t-il qu'il y avait un clip avec un gars et 2 filles qui se remuaient de façon un peu très suggestive, disons, et en disant, Gombo, bah, moi, un petit coup de vent. C'est ça le texte de la chanson. Oh, Fernand me dit, je dis, mais Fernand, le texte emmenait à ça. Il me dit, non, pas du tout. La pratique avant, c'est qu'on allait manger des gombos, on allait boire du rhum chez les amis, et on donnait des gombos avant. Ah, pour que ça glisse mieux? Enfin, en tout cas, c'était une pratique qu'il y avait dans le temps en Martinique. Je ne sais pas si c'est dans toute la Martinique, mais le principe, c'était que tu allais prendre oui, ça va être gombo, bah, moins un petit coup de vent. Voilà, donc, il y avait bien un détournement, si vous voulez, du sens de sa chanson. Et il a gagné en justice. Écoutons Gombo. Masoti katitin ale resto. Masoti kay mama ale kanana. Masoti katitin ale resto. Gombo, gombo, gombo. Ba moi un petit coup de vent. Gombo, 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 gombo. Ba moi un petit coup de vent. Gombo, gombo, gombo. Ba moi un petit feu de vent. Gombo, gombo, gombo. Ba moi un petit coup de vent. Bon, alors c'était l'épisode Gombo. Fernand avait un orchestre qui s'appelait l'orchestre Stardust. Il a été enregistré par beaucoup de gens, Marlène Jean, Pipo Gertrude, Céline Ferriag, Laurent Larode. Et puis, il a été chanté par tout le monde. Je crois que chacun a eu à cœur à faire à Fernand un petit clin d'œil. Et parmi ceux-ci, Jocelyne Béroir, que je vous invite à écouter actuellement, voilà, avec le titre « À la Léona ». C'est où qui dit nous, l'homme femme Saint-Piété. C'est où qui dit nous, les mamans, il a dévoyé l'école. Léona, ma fille, Léona, maman, ou toujours présent. Monsieur, violon, violet, monsieur, saxon, vous coulez. Maman, Léona, rabat nous la voix pour nous en chanter. Léona, Léona, oh, aïe, 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 la Léona. Regina Coco, Regina Cremala.
malheureuse désespérée. Petite fleur fanée, souviens-toi du bonheur passé. La grève paraît moins passe, Monsieur Michel, par les bails défend. Léona, ma fille, Léona, maman, ou toujours présent. Monsieur violon violet, Monsieur saxon coulé. Je vous ai dit que toutes les grandes voix ont chanté Fernand. Ah ouais, C'est le moment d'apprécier Raph Tamar dans Est-ce ou songer. magnifique. Avant qu'on s'aille là, il y a des étoiles qui tout en ces petites étoiles, c'est les seules qui savent dit la moi. C'est lui, moi qu'à manquer, veiller à sous. Et d'y faire songer, combien moi aimez-vous. Si vous regardez le ciel, ou que songez-moi, mais ou que ouais. C'est lui qui gagne les moi. C'est lui qui gagne mon amour. Attends qu'on ciel là, ni en dix étoiles. Eddie et moi, nous avons un triptyque qui est que la société martiniquaise tient grâce à la foi, à la pratique religieuse des gens, quelconque soit-elle. On ne fait aucun prosélytisme pour une quelconque chapelle. Le sport, les activités sportives, les gens qui tous les dimanches matins vont chercher des petits benjamins, lavent les tricots, etc. Et puis la vie associative en général. Puis Daniel nous a dit non, attention, la culture, vous avez entendu ça, si vous n'étiez pas la culture, c'est foutu. À la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que je vous aime. Mais je vous aime patriotiquement, quoi, nationalement, globalement, toute race, couleur, opinion politique confondue. À bientôt. Au revoir.